Et à 9h30, démarrage du débat, comme tous les matins, 9h30 à 10h, deux experts des marchés pour commenter ce qui se passe actuellement et cette volatilité très inquiétante. Pour nous accompagner, un gérant, Joseph Alfonsi, directeur général de LGA Investissement Associé. Bonjour Joseph. Bonjour Fabrice. Et Eric Lewin, le rédacteur en chef, stratégiste action de la Bourse au quotidien. Bonjour Eric. Bonjour Fabrice. Messieurs, on va démarrer comme d'habitude par commenter l'actualité et notamment l'édito sur le marché de l'emploi. Un bon chiffre, un chiffre décevant du côté des créations d'emplois en août, 173 000, donc en deçà des attentes, 220 000, le consensus a été beaucoup plus haut. En revanche, le marché du chômage, le taux de chômage est tombé lui un plus bas à 5,1%. Quand on regarde ça, tiens, c'est marrant, on se dit ça a ralenti un peu au niveau des créations et pourtant le chômage continue à baisser très fortement. Explication, commentaire, Joseph Alfonsi, justement, sur ce ralentissement des créations d'emplois aux États-Unis. Alors explication, c'est difficile parce que c'est assez technique les modes de calcul. Le commentaire, il y a plusieurs, ça peut appeler plusieurs commentaires. La première chose, c'est que en termes d'impact sur le marché, et je reviendrai un petit peu sur la question, mais en termes d'impact, on aurait pu penser que ça allait être bien reçu, puisque en fait on avait une diminution des créations d'emplois, ce qui permettait effectivement à la Fed du coup de ne pas être si pressé que ça dans son processus de normalisation. Et puis on a vu que ça n'y a rien fait du tout, puisque les marchés ont terminé la semaine de manière extrêmement déprimée. Donc surprenante cette réaction. Pour revenir à la question sur ce mode de calcul et ce calcul, je pense que tout le monde, les références sont constantes, c'est-à-dire tout le monde a en tête des références qui sont sans doute peut-être un peu dépassées. On parle du taux de participation qui est autour de 62 et quelques, qui ne bouge pas et ce qui inquiète la Fed. Mais je pense que ces références, aujourd'hui, l'économie évolue très vite, les structures de l'économie sont très différentes de ce qu'elles ont pu être par le passé. Et du coup, je ne suis pas sûr que ce fameux taux de participation soit une référence pertinente. Voilà. Donc, avec la numérisation de l'économie. Oui, entre autres. Alors après, il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sans doute se sont retirées du marché du travail et du coup, avec les petits jobs, se débrouillent comme elles peuvent et que ces personnes-là ne rentrent pas dans le calcul. Donc vraisemblablement, le taux de chômage est supérieur à ce qu'il est présenté, à ce qu'il est affiché. Mais malgré tout, je ne suis pas sûr que ce fameux taux de participation continue à rester pertinent. Eric Lewin, un commentaire justement sur ce chiffre un peu décevant, et justement normalement c'est good news égale bad news, c'est-à-dire des bonnes nouvelles de l'économie, c'est mauvais pour la bourse. Là, comme le chiffre n'est pas terrible, on aurait pu s'attendre à une hausse, et puis il n'en a rien été en tout cas sur les marchés boursiers. Bon, il faut quand même savoir que juin et juillet ont été révisés en forte hausse, les créations d'emplois. Ensuite, traditionnellement le mois d'août est souvent révisé parce qu'il y a des biais statistiques, des gens qui sont en vacances, pas en vacances. Troisièmement, le taux de chômage est quand même descendu à 5,1%. Et dernière chose, le salaire horaire a quand même progressé plus que prévu. Donc les gens n'ont pas regardé simplement les 173 000 créations d'emplois qui sont un peu inférieures à ce qu'on attendait. Ils ont regardé le chiffre dans son ensemble et surtout les révisions. Et ils se sont dit que la Fed ne pourra pas faire l'économie d'une hausse des taux qui aura lieu peut-être pas en septembre, mais sans doute en octobre. Parce que franchement, avec un taux de chômage à 5,1%, même si on sait qu'il y a peut-être des biais statistiques, et avec surtout une croissance de 3,7% aux États-Unis au deuxième trimestre, je ne vois pas comment on peut faire l'économie de cette hausse des taux. Ce serait d'ailleurs salutaire de frapper un grand coup. Quand je dis frapper un grand coup, on n'est quand même pas dans une politique monétaire ultra réactive et ultra restrictive. On a des taux à zéro, même si on a des taux à 0,25 voire à 0,50%, je ne crois pas que ça change beaucoup sur les marchés financiers. Je dis simplement qu'il faut agir vite. Et là, je crois que les marchés en ont assez de l'attentisme. Ça n'arrête pas tous les jours. Alors au mois d'août, c'était la Chine en permanence, les statistiques. Maintenant, au gré des statistiques économiques et au gré des déclarations des uns et des autres, j'ai l'impression qu'on va vivre 15 jours, enfin 10 jours jusqu'à la réunion du 16 et du 17, en termes de volatilité, des jours exceptionnels, c'est-à-dire que ça va aller dans tous les sens en fonction des petites phrases des uns et des autres. Moi, je pense qu'il faudrait agir vite. Et même la réunion du 16, il faudrait augmenter les taux, il faudrait dès maintenant, et qu'Janet Yellen ait un discours très tranché en disant c'est une première hausse, ça ne veut pas dire qu'il y en aura beaucoup d'autres, on attend de voir, mais en tout cas, on prend en cause l'état de santé de l'économie américaine, qui est quand même bon, et on commence
commence progressivement à normaliser la politique monétaire. Oui, on avait dit déjà sur ce plateau, Joseph, en août, c'est vrai, elle a trop tardé. Peut-être cette Fed, elle s'est mise un peu dans un corner, c'est-à-dire que quelle que soit la décision maintenant, elle l'a pas fait assez vite, assez tôt, et ça vient trop tard, donc elle a plus tellement de choix. Est-ce qu'il faut qu'elle retrouve des marges de manœuvre, qu'elle agisse dès septembre, comme le disait Eric Lewin? Ah bon, c'est un débat, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, hein. C'est un débat maintenant qui n'en finit plus, ça devient presque agaçant parce que finalement on voit bien que les marchés, je fais un petit aparté, sont un peu sur autre chose. Là, ce qui inquiète vraiment, c'est les fondamentaux, là, en ce moment. Maintenant, est-ce que la Fed va faire un petit geste, pas un petit geste, etc. C'est franchement marginal, comme le disait monsieur, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Mais oui, la Fed aurait dû, depuis longtemps, remonter ses taux, en tout cas. Quand on dit remonter ses taux, c'est amorcer la normalisation au moins, parce qu'effectivement, l'économie américaine n'a plus besoin de béquilles. Je rappelle que le cycle d'expansion aux États-Unis est vieux maintenant de plus de 6 ans. J'entends encore, des fois, je lis dans la presse parler de reprise. Est-ce que la reprise américaine? Mais la reprise, elle est installée. Elle est là depuis 6 ans. Mais vous dites, attention, maintenant, on s'inquiète des fondamentaux. Justement, ces fondamentaux, ils sont pas catastrophiques. Justement, on revient à un taux de chômage qui est plutôt bon. Le salaire recommence timidement à progresser enfin. Donc, ça veut dire peut-être inflation de second tour. Et pourtant, pourquoi les marchés s'inquiètent alors si on est sur un mieux? Alors, ça, ce sont des effets retardés, c'est-à-dire que les marchés s'inquiètent sur sur l'origine éventuelle d'un début de retournement de cycle, et en l'occurrence qui viendrait de la Chine, et en cascade avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. S'agissant des États-Unis et je dirais au niveau économique intérieur, les États-Unis, tout fonctionne très très bien. Enfin, aujourd'hui, on va dire, dans une situation de croissance qui est certes pas aussi élevée que la croissance qu'on a pu connaître, mais la croissance est là, elle est installée, on a une consommation intérieure qui progresse de l'ordre de 3%, donc on a ce qu'on appelle une croissance endogène aux États-Unis, et je ne vois pas pourquoi, effectivement, on aurait une inquiétude particulière, si ce n'est ce qui se passe en dehors, avec, pourquoi pas, le début d'un tout sautement en provenance de Chine. Mais encore une fois, pour l'instant, ça reste à démontrer. C'est-à-dire qu'on a des indicateurs avancés en Chine qui nous indiquent que, notamment les PMI, mais après, il faut effectivement que tout ça soit avéré. Et justement, est-ce que Eric Lewin, la Chine n'a pas bon dos là-dedans, dans ce processus ça paraît quand même étonnant, tout allait bien, le marché avait chaussé les lunettes roses, les opérateurs de marché également, et puis tout à coup, patatras, c'est vrai que le krach boursier chinois est conséquent, mais finalement pas plus que celui qu'on a connu en 2001, après une hausse de 150% des actions. Est-ce que la Chine n'est pas le coupable idéal finalement? Écoutez, d'abord je veux dire que sur la Chine, on dit beaucoup que les États-Unis seront très touchés par un ralentissement chinois. En fait, peu, parce que quand on regarde le premier client des États-Unis, c'est le Canada, avec 20% des exportations. Le Canada est en récession. L'Europe, c'est 13%. La Chine, c'est simplement 8% des exportations américaines. Donc on ne peut pas dire que ce soit le premier débouché. Maintenant, sur le problème de la Chine, c'est sûr qu'on n'aura pas 7% de croissance cette année. Vous avez vu que même 2014 a été révisé en baisse. On n'a pas eu 7,4, mais 7,3%. Moi, j'ai le sentiment qu'on aura sans doute 3-4% sur la Chine. Mais la Chine a encore une fois d'énormes marges de manœuvre. Il ne faut pas oublier qu'en Chine, on a des taux d'intérêt autour de 4,5% avec une inflation simplement de 1,5%. Donc il y a 300, si vous voulez, il y a 3 points de plus que le taux d'inflation. Donc il y a encore de fortes marges de manœuvre pour baisser les taux. Il y a encore également de fortes marges pour baisser le taux de réserve obligatoire. On a quand même les réserves de change en Chine qui sont les plus élevées au monde. Donc bref, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre, hein. Le pays n'est pas coincé comme pouvait l'être l'Europe où il n'y avait aucune marge de manœuvre budgétaire, aucune marge de manœuvre monétaire. Bref, moi j'ai le sentiment, ok, ça ralentit. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une onde de choc catastrophique sur l'économie mondiale. Et moi j'ai le sentiment que comme on price le pire sur la Chine, si jamais on a des indicateurs un peu moins mauvais que prévu, eh bien les marchés devraient rebondir. C'est d'ailleurs un petit peu mon hypothèse de travail actuellement. Alors je sais qu'il n'y en a pas beaucoup comme moi parce que les gens sont très baissiers. Ce sont les mêmes qui, quand on valait 5250 sur le CAC, étaient haussiers, voyaient 6000. Les mêmes maintenant voient le marché plutôt à 4000. Moi j'ai le sentiment qu'on devrait rebondir au cours des prochaines semaines, à condition que Janet Yellen gère bien cette hausse des taux et que les chiffres chinois... Qu'elle communique bien surtout. Qu'elle communique bien. C'est un problème de communication maintenant. C'est plus un problème de hausse des taux, c'est hausse des taux et communication. Et puis, si les statistiques chinoises sont un peu meilleures que prévu, j'ai le sentiment qu'on peut avoir un automne un peu moins mauvais que ce qu'avaient anticipé certains économistes. Vous ne pronostiquez pas alors un octobre noir ou rouge sur les marchés, comme ça peut s'annoncer, on verra. Est-ce qu'on exagère justement? On sait que les marchés anticipent, hein, vous le disiez, Price évidemment essaie de donner un prix à ce qui va se passer dans le futur, c'est évidemment compliqué.
Est-ce qu'on n'a pas exagéré justement à la baisse? On a parlé de ce fameux 24 août où il y a eu quand même une panique boursière. Alors peut-être qu'il y avait moins d'opérateurs, mais en séance, on chute de 8%, c'est-à-dire plus que pendant le 11 septembre. Est-ce que ça vous a étonné? Vous étiez sur le pont à cette époque-là, Joseph Alfonsi. Oui, je pense que le marché, comme toujours aujourd'hui, le marché fait tout dans la brutalité. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'intervenants de par le monde et tout le monde a les mêmes informations au même moment, tout le monde réagit un petit peu de la même manière et effectivement ça donne des mouvements extrêmement violents, sans doute exagérés. Moi je pense effectivement que c'est exagéré au regard des fondamentaux, comme le disait monsieur, qui ne sont pas catastrophiques et on pourra peut-être voir qu'ils sont loin d'être catastrophiques. Donc sans doute le marché a agi dans l'exagération. Il faut quand même savoir que depuis le 13 avril jusqu'à la fin août, le marché est en baisse à peu près de 19 sur l'Eurostoxx 50, de 19 ou entre 19 et 20%. Ça me paraît très très exagéré. Globalement, on a quasiment effacé les gains qu'on avait, la belle progression du premier trimestre, qui ne s'était pas faite dans le vide, c'était faite sur une amélioration, certes un peu laborieuse, mais régulière de la croissance en Europe, sur l'idée que les États-Unis étaient bien là, là et bien là, et surtout sur l'idée que les entreprises affichaient des résultats extrêmement satisfaisants et avaient une belle profitabilité. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une forme d'exagération. Il faut que le marché retrouve ses esprits. Sans doute, les banques centrales seront décisifs dans cette amélioration de la psychologie. Mais ce qui m'inquiète un petit peu quand même, alors je partage ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on a tout pour aujourd'hui, pour une fois que les esprits seront calmés, pour rebondir. Mais la journée de vendredi est quand même assez décevante parce qu'il y avait eu l'intervention de Mario Draghi qui a une fois de plus fait grandement plaisir au marché en disant ce que les marchés avaient envie d'entendre. On agira. On agira. On a eu des chiffres de l'emploi qui ne sont pas mauvais, mais qui, du coup, comme ils étaient un petit peu à la baisse, pouvaient, enfin en affichage en tout cas, pouvaient laisser penser que la Fed finalement prendrait un peu plus son temps. Donc les marchés avaient de quoi être satisfaits. Et puis, malgré ça, on a eu quand même une journée extrêmement baissière, à la fois en Europe et aux États-Unis. Donc il faut rester prudent, mais je pense quand même qu'on est dans un processus, dans un phénomène d'exagération. Quand on entend effectivement les gérants qui succèdent sur le plateau, ils n'ont pas vendu, il n'y a pas eu de panique, hein, on ne s'est pas jeté sur ces titres pour les vendre, et pourtant le marché baisse, c'est-à-dire quand même qu'il y en a qui vendent. Est-ce qu'on accuse beaucoup les robots, les Eurostop qui se déclenchent? Est-ce qu'il y a une partie technique, à votre avis, Eric Lewin, qui prend le pas sur ce marché physique? Moi je pense qu'il y a quand même des vendeurs chez les gérants, parce que les gérants disent qu'ils n'ont pas vendu, mais quand on voit des valeurs comme Schneider, comme Forestia, comme Kering, comme LVMH qui ont perdu une vingtaine de % en un mois, je me dis qu'il y a quand même des gérants qui vendent. Donc moi j'ai le sentiment en ce moment qu'on est un peu coincé, c'est-à-dire que c'est très symptomatique. Jeudi, Draghi fait toutes ses déclarations, le marché est en forte hausse. Vendredi, les chiffres du chômage sont mal perçus, on est en forte baisse. Je crois que ce matin, on est maintenant en forte hausse. Bref, on va dans tous les sens, avec un indice de la volatilité, je crois, qui est au-dessus de 25, c'est-à-dire au-dessus de sa moyenne historique, avec des investisseurs qui ne savent plus à quel sens se vouer. C'est-à-dire que les haussiers ne veulent pas vraiment acheter, mais les baissiers se rendent compte que s'ils se mettent à vendre, le marché peut aller dans tous les sens. Donc j'ai l'impression qu'on est dans les portes de saloon. On risque d'être encore comme ça jusqu'à la réunion de la Fed. Et après, à mon avis, le marché devrait prendre un sens, celui de la hausse. J'ai le sentiment que là, bon, on est quand même dans la peur, on a peur de la Fed, on a encore peur de la Chine. Dans le fantasme? Dans le fantasme. Et puis il y a des prévisions de résultats des entreprises américaines qui ne sont pas exceptionnelles. Je crois qu'on prévoit moins 3,2% pour l'ensemble des bénéfices du S&P 500 sur le troisième trimestre. Donc bref, on est un peu dans l'angoisse. Et puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens aussi d'arbitragistes sur les futurs en ce moment qui font un petit peu la pluie et le beau temps. Ça devrait se stabiliser. On devrait encore avoir une semaine à 10 jours de volatilité. Et puis après, on devrait se stabiliser parce qu'on a quand même eu un mois d'août extrême en termes de volatilité. Je crois qu'on a eu autour de 5 à 600 points de volatilité au cours du mois d'août, ce qui est quand même beaucoup. Ah oui, on a refait des pics, hein, comme lors de Lehman, avec un VIX, cette fameuse journée du 24, qui remontait effectivement sur les plus hauts. C'est vrai que c'est un marché compliqué à trader. Bon, ceux qui nous écoutent également s'interrogent sur leur portefeuille, la stratégie à la sortie d'été. On va justement en parler, Joseph Alfonsi, Eric Lewin. Vous restez avec nous dans un instant. Justement, que faut-il faire pour cette rentrée avec ces marchés volatiles? Est-ce qu'il faut rester complètement dehors? Est-ce qu'il faut profiter des opportunités? Mais à quel niveau? Réponse dans quelques instants après une page de pub. À tout de suite.